Alors, rebonjour. Je vais vous présenter un petit contenu sur le leadership des talents. En fait, en 2009, j'ai fait une conférence, j'avais organisé Agile Tour Paris sur Nanterre. J'ai fait une conférence qui abordait les aspects psychologiques de l'agile, c'est-à-dire qui montrait effectivement potentiellement par des mécanismes d'évolution, d'éveil successifs des équipes, bien les différentes étapes qu'allait traverser une équipe en cours de projet. À ce moment-là, j'en étais arrivé en fait à une certaine conclusion, c'est que on continue en permanence à s'éveiller. L'idée était derrière de se dire, c'est un petit peu comme l'histoire du Père Noël. Quand on nous a, à un moment donné, annoncé la mauvaise nouvelle, au début, on n'y a pas cru. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a eu besoin, à un moment donné, de la confirmation de la part de nos parents pour valider effectivement ce fait important de notre vie. Et en fait, dans l'histoire de l'informatique, j'ai toujours cette impression de m'éveiller en permanence. Et voilà, cet exposé avait mis en lumière ces illusions et ces désillusions que l'on traverse tous en cours de notre vie. Aujourd'hui, et ça fait, je crois, juste un an qu'on s'est rencontrés, j'ai traversé un petit peu donc cette année avec plutôt une nouvelle vision, une nouvelle approche, passant du logiciel vers la psychologie, pour aller maintenant sur des choses qui touchent le physio-psychologique, grâce effectivement à Ralph et à excuse-moi, et à Philippe Poussin, avec qui on collabore depuis un an sur ce sujet, pour explorer effectivement ce que pourrait apporter le sport dans notre domaine d'activité. Et en fait, les choses sont, par rapport à ce que l'on fait en agile, sont pas si loin que ça que ce qu'on pourrait avoir dans le sport. La différence, c'est que le sport, c'est beaucoup plus vieux que l'agilité. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de choses, vous allez voir durant pendant cette heure et demie, ce que l'on peut apporter effectivement à l'informatique en général et quelles sont ces innovations en termes de physiologie et psychologie. Donc, je vous présente Ralph, qui va peut-être se présenter tout seul. Oui, Ralph Hippolyte, je viens du sport de haut niveau, mais je travaille beaucoup en entreprise et avec des musiciens et des chefs d'orchestre. C'est le monsieur chevelu à gauche, en fait. Il a fait sa coupe d'hiver. Donc moi, je suis Philippe Houssin. Donc moi, je viens pas du sport, je viens de l'entreprise. Et quand Patrice parlait d'illusion et puis de socio-psycho, alors on va pas être indigeste à l'heure de midi, on vous rassure tout de suite. Mais moi, en 2003, j'ai fait ce qui s'appelle un burn-out. Donc j'ai failli laisser ma vie au travail. Donc ça m'a pas mal questionné sur pas mal de choses. Déjà pour me reconstruire dans un premier temps, et ensuite pour me dire comment on peut aider les gens dans un monde extrêmement sollicitant, de plus en plus rapide, à pouvoir être naturellement efficaces dans leur contexte. Alors je me suis posé la question pour moi, en premier, pour reconstruire un certain nombre de choses et d'indicateurs physiologiques que j'avais perdus. On aura l'occasion de les expérimenter pendant cette séance, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, de voir ce qui se passe au niveau de la physiologie. Et puis, il y a 4-5 ans de ça, je me suis dit, il y a quelques environnements intéressants à aller interroger. Donc, il y a le monde de l'aventure. Donc, je travaille aussi avec un navigateur qui s'appelle Marc Tiercelin. J'ai beaucoup travaillé avec lui sur comment on traverse en solitaire des épreuves comme faire 4 tours du monde en solitaire. Et puis, je me suis dit, le sport de haut niveau est aussi une entrée intéressante. Et je me suis retrouvé à l'INSEP un jour, tout à fait par hasard, et quelqu'un m'a donné les coordonnées de Ralph, et je suis rentré en relation avec lui il y a 4 ans, et depuis, je travaille de façon étroite avec lui pour faire les ponts entre le sport de haut niveau, l'entreprise et les environnements sollicitants. Voilà. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux à cette heure. It's your turn. Alors, pour commencer, je vais faire une petite introduction sur Scrum. En fait, je suis l'un des rares CST qui vivent en France, même le seul de France.
Donc je connais pas mal, effectivement, à force d'installer l'agile dans les entreprises, les différentes limites et ce que l'on peut faire. Et souvent, j'entends des choses. Voilà, on partage nos visions de l'agile. Je voudrais vous donner peut-être une nouvelle vision de ce qui se passe dans la réalité de notre société. L'innovation, en fait, explose. Vous êtes peut-être conscient de cette réalité, mais en fait, au fur et à mesure du temps et que cette innovation explose, elle nous demande en même temps de nous adapter. L'adaptation. Pas forcément un problème, mais on ne s'attendait pas, rien qu'en informatique, de devoir changer des fonctionnalités en cours de projet. Nos cycles de vie de projet, à ce moment-là, n'étaient pas réellement prévus pour prendre en considération ces évolutions. On les dénombre à un pourcentage de 25% en cours de route actuellement. Et cette innovation va continuer à exploser, en fait, dans le temps. On parle à ce moment-là de métriques qui s'appellent des Jésus, qui n'a rien à voir avec le personnage. Non, c'est pas spirituel en plus. Mais il n'empêche que, voilà, on a quelque chose avec des pics qui arrivent de plus en plus prononcés en cours de route. Il va falloir s'adapter avec le temps face à ce changement. Le problème, c'est que jusqu'à présent, le changement, c'est sympa quand on change un petit peu, mais changer beaucoup peut apporter également de gros problèmes. Si on change de méthode tous les 5 du mois, c'est un petit peu perturbant, ce qu'on va appeler de la suradaptation. Et puis ça entraîne également les gens vers des mécanismes un peu plus profonds en psychologie. Juste pour en citer, voilà, les deux, c'est la suradaptation et la procrastination. Quand on a voulu faire face à ces changements, l'agile est arrivé, un peu comme la solution miracle, qui donnait enfin une solution un peu plus empirique que ce que l'on avait auparavant et qui nous permettait de nous adapter avec le temps et surtout au contexte et aux difficultés que l'on rencontrait sur les projets. Super. Une approche, donc, d'ailleurs, qui était prise d'un document qui s'appelle The New Product Development Game pour Scrum et qui parlait d'un seul coup d'une course de relais pour notre bon vieux cycle traditionnel et qu'il comparait en fait à un match de rugby. On sait que ça ne va pas être facile de gagner en fait l'opération. Il va y avoir des changements en cours de route, mais l'objectif, il est très clair. On doit quelque part transformer nos essais et avancer quoi qu'il se passe dans cette équipe. Donc le joli tapis bleu ici se transforme parfois en un match de rugby sous la pluie avec un peu plus de boue. Voilà, on sort du monde idéal vers quelque chose qui est un peu plus de la réalité. Imaginez demain qu'on vous annonce que vous allez faire un match de rugby contre les All Blacks. Voilà, c'est un petit peu le truc. Et on sait qu'on va s'en prendre plein la tête. OK ? Et ça, voilà, il va falloir arriver à un moment donné à se dire peut-être qu'on va quand même gagner face à cette équipe. Alors Scrum, voilà, un framework simple, une réponse à cette complexité, une réponse à quelque chose qui demandait à s'adapter. Je pense que c'est ce qui fait la différence avec les autres types de méthodologies. Je pense entre autres, par exemple, à Lean qui a une vision un peu plus top-down. Là, on a quelque chose qui vient de l'équipe. C'est un framework, un cadre de travail simple qui est donné entre les mains d'une équipe de développement logiciel et qui va se l'approprier, le faire évoluer, le faire émerger avec sa propre signature au sein de l'entreprise. Donc c'est juste trois boîtes, en fait, trois points, les rôles, des timebox et des artefacts, et un petit cycle de vie derrière. Scrum remet en fait l'humain au centre des préoccupations.
On parle par exemple, pour Scrum fonctionne bien, on parle de transparence, comme nous a exposé tout à l'heure Martine. La transparence, les notions d'inspection et d'adaptation, et on va chercher également des notions du type comme l'auto-organisation, ce qui présuppose pour nous des tailles d'équipe bien définies. Alors l'auto-organisation, quand on l'imagine avec Scrum, eh bien on se l'imagine déjà simplement avec des petites équipes, 5, 6, voire 9, 7 plus ou moins 2 personnes. Mais en fait, donc ça correspondrait à peu près à des équipes de basket ou de basket ou d'autres sports de genre-là. Mais on peut s'imaginer peut-être une auto-organisation un petit peu différente dans les sports. Alors peut-être que Ralph peut nous parler déjà de cette notion d'auto-organisation qu'on pourrait trouver en dehors des équipes de développement logiciel et comment ça se passe pour auto-organiser en fait des équipes plus importantes que 9 personnes. D'abord, le leadership, c'est quoi? Il a évolué. On est passé d'un leadership d'autorité à un leadership de compétence et maintenant on est dans un leadership de potentialisation. Ça veut dire que permettre aux individus d'exprimer leurs talents et leurs besoins, donc faire émerger le potentiel de chacun. Donc il y a un auteur américain qui dit qu'on est fort si on est un. La survie, c'est l'unification, ce n'est pas l'individualisation. Donc l'auto-organisation, c'est de permettre à chacun de s'exprimer par rapport à ses besoins et à ses talents. Donc, si chacun est dans son rôle et s'exprime par rapport à lui-même, il est capable de comprendre l'autre. Donc, communiquer avec quelqu'un, c'est parler sa langue. Et sa langue en situation de survie. Ce que nous, on dit dans le sport, ça veut dire que quelque part, on apprend par un mouvement, on le libère. Donc, le talent se libère. Donc, l'auto-organisation, c'est créer des autoroutes pour les personnes avec des systèmes qui permettent à tout le monde d'interagir par rapport à leur talent, leurs points forts. Donc, on ne travaille plus sur les points faibles. On donne l'opportunité aux personnes d'exprimer leurs points forts. Ok, c'est déjà beaucoup plus clair. Donc, l'auto-organisation, comme on le vit, on pourrait très bien en fait le composer avec d'autres choses. On voit les systèmes tels que l'on vit dans l'informatique, avec des systèmes plutôt introvertis, extravertis, et on s'arrête que là. Mais visiblement, il y a certainement d'autres axes, effectivement, à développer. On va voir ça tout à l'heure. La deuxième problématique qui m'intéresse est un peu plus subtile en Agile. C'est lorsque l'innovation augmente, l'adaptation devient aussi de plus en plus important. Et je me pose la question, en fait, qu'est-ce qui va changer dans mon entourage après un certain temps? Tous les 2 ans, faut-il changer de métier? Est-ce qu'il faut changer et le changement de technologie ne nous simplifie pas non plus la vie? Alors, ce changement perpétuel, qu'est-ce qui me reste comme alternative? Vous voyez ce que je veux dire? On gravit à un moment donné, quand on débute une carrière, c'est super sympa, on gravit rapidement les échelons, mais au cours du temps, c'est nous qui retrouverons en fait en haut de l'échelle, et bientôt on va devoir y redescendre. Alors, c'est un petit peu aujourd'hui ce que je ressens, c'est qu'en fait, on a l'impression, avec le temps, qu'on va devoir s'adapter, qu'à un moment donné, il y a peut-être une voie sans issue à la fin. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'agile, c'est qu'on devient quelque part très très performant. Et on se dit, tiens, à la fin, il y a peut-être une autre vie. Mais est-ce qu'on devra prendre en fait notre retraite comme les sportifs à 35 ans? Est-ce qu'il y a une vie après 35 ans en informatique? Il y a peut-être déjà qui sont à la retraite sans le savoir dans la salle, mais enfin, j'en fais partie, j'en ai 45, donc vous avez le plus jeune retraité de la salle devant vous peut-être. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là en fait. C'est peut-être pour ça. Ils se posent la question. Alors,
on peut voilà, Ralph, qu'est-ce qu'on peut faire après 35 ans en informatique? Peut-être que tu as la solution. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le sport? Comment ces gens évoluent dans leur carrière après avoir fait peut-être leur carrière en début sur le terrain? Le sport, c'est être capable de se transformer et essayer d'adapter et d'utiliser ce qu'on a appris pour faire évoluer, pour faire autre chose. Mais comme toute personne qui a beaucoup donné, qui sait exprimer à fond, il faut être capable de se ressourcer et ne pas aller au-delà de ses limites. Donc la capacité de récupérer, de planifier, de stabiliser ce que l'on fait, c'est très important. Le sport va à l'extrême. Parfois, il va chercher trop loin dans les capacités humaines, qui fait qu'à 35 ans, on n'a plus les capacités nécessaires et peut-être qu'on n'a même plus l'envie. Donc le changement, c'est de faire autre chose et d'apporter, de transformer ce qu'on a appris dans d'autres domaines. La quatrième problématique que je souhaiterais soulever, c'est qu'à un moment donné, en fait, on s'est retrouvé face à des choses incroyables avec Scrum, c'est-à-dire qu'on a su, en fait, au début, on s'est optimisé, en fait, comme ça, un certain ROI en cours de projet. Compressé, en fait, c'est pas tout à fait ça, Scrum, mais bon, la caricature est quand même explicite, permet de compresser quelque part les délais en fonction de plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, maintenant, les clients demandaient, me faisaient la remarque que si on fait un projet en 1 an, on sait qu'on ne va pas tenir ces délais dans un cycle traditionnel. Ça va faire 1 an et demi, 2 ans, voire pire pour certains. Et puis, en fait, il y en a un qu'une fois qui m'a demandé de faire la même chose qui était prévue en 1 an, mais juste en 3 mois. C'est-à-dire, il voulait absolument utiliser à fond l'agile et avoir un résultat au bout de 3 mois. Et là, je me suis dit, mais dans quel état on va sortir de cette expérience? Si avant, on avait du mal à faire du développement en 1 an, pourquoi on y arriverait plus facilement en 3 mois? Oui, on connaît des nouvelles techniques, mais est-ce que, quelque part, le rythme nous pousserait pas à subir des échecs à cause des mécanismes plutôt humains? Ok. Patrice. Oui. Sur ce que dit Patrice, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on est en performance, il y a 4 choses qu'il faut gérer en permanence. Le relâchement, si je ne suis pas relâché, je ne suis pas performant. L'activation, donc quel niveau, quelle intensité je mets dans ce que je fais. Mais en dessous, il y a 2 choses. Il y a l'ennui et l'anxiété. Donc c'est comment je combine ces 4 facteurs-là qui fait que j'arrive à me sortir. Beaucoup d'échecs sportifs sont dus à l'ennui. Parce que quelqu'un qui travaille de manière très intense, quand il s'arrête, il ne sait pas quoi faire de lui-même. Quand je n'entraîne plus et je ne travaille plus, je ne sais plus quoi faire. Philippe? Okay. Donc, je ne sais plus quoi faire parce que je m'ennuie et je m'ennuie très vite. Plus je suis intense, plus je m'ennuie rapidement quand je ne fais rien. Donc, ça devient une sorte de drogue. Et comme je ne me repose pas, je vais en anxiété. Donc, pour moi, l'anxiété, le stress, c'est l'interaction entre activation et anxiété. Okay. Don't tell me, show me. Je vais essayer de faire une démonstration plus explicite. Je vais le faire sans micro parce qu'il est là. Donc, je vais parler suffisamment fort. Les gens du fond, vous m'entendez? Levez la main, je ne vous entends pas. Moi, je ne vous entends pas. Donc, l'idée que Ralph défend, c'est celle-ci, en fait. C'est finalement, on parle d'énergie, c'est ça que ça veut dire. Si j'ai un juste niveau d'énergie, vous voyez, je peux être relativement fluide, aller travailler dans tous les sens, etc. Si j'ai plus d'énergie, je suis dans l'ennui, vous voyez ce qui se passe, c'est quand même. Je vais le faire en même temps, pour que ce soit clair. Vous pouvez détecter comme ça sur les gens. Et à contrario, si je mets un niveau de tension extrêmement élevé, encore plus élevé, volontairement, il ne faut pas avoir la main.
c'est que quand je suis comme ça, vous voyez, parce que c'est ça qui se passe. Il y a du tremblement, il y a de la tension, c'est pas non plus optimal. Donc le juste niveau, c'est propre à chacun. C'est bien qu'il y ait un juste niveau de tension, et c'est la combinatoire entre ces deux états-là. Et la capacité, parfois, elle est là, parce que parfois vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut conclure, puis parce que tout simplement il y a une pression temporelle qui est là, une complexité qui est là. Savoir à ce moment-là aller récupérer de l'autre côté. C'est ce que disait Raph, la partie récupération. Sachant que vous avez compris dans le monde dans lequel on est, l'activation de la conscience. Donc tout le problème, c'est de savoir quand est-ce que je récupère. Merci pour votre attention. Récupérer. Ok. Alors, en Scrum, on sait résoudre nos problèmes, on sait lever les obstacles. C'est un petit peu la capacité qu'a Scrum de voir qu'effectivement, on récupère plein de feedback de tout le monde, de l'équipe, des managers, des clients. On exploite ces informations pour s'améliorer en permanence. Et on se dit, en fait, face à ces mécanismes de stress, est-ce qu'une équipe de Scrum serait capable de résoudre ces problèmes? Aujourd'hui, on a principalement des Scrum Masters qui sont formés par notre entreprise, certes, mais est-ce que c'est suffisant pour aller effectivement et obtenir des équipes suffisamment saines? Depuis peu, en fait, j'ai recruté une psychologue clinicienne qui m'accompagne à la fois dans les certifications Scrum Master et Scrum Product Owner, mais également on fait des formations sur le coaching agile et qui viennent apporter cette touche essentielle, indispensable à ces coachs pour les entreprises, parce qu'il nous manquait, tous les informaticiens, une vision sur ce qu'est réellement l'humain. D'accord ? Et donc avec Ralph et Philippe, je vais vous présenter maintenant, voir ces aspects un petit peu différents. Ce truc où on va pouvoir s'organiser autrement afin d'introduire certainement des cycles où on peut récupérer ou apprendre. Et ces phases-là, aujourd'hui, sont encore pas assez présentes dans les entreprises et j'espère bien qu'elles vont commencer à exploser un petit peu partout. Alors, ce que l'on voit, par exemple, ce que j'ai vu apparaître très, très loin hors de France, c'est ce type d'organisation où, sur une base de ce qu'on appelle Scrum of Scrum, un membre de l'équipe va dans une équipe de récupération. Ici, ils ont un backlog priorisé, très priorisé. Ici, ils ont un backlog non prioritaire et ils peuvent faire autre chose que leur projet. Si vous rythmez ça d'une certaine façon dans l'entreprise, ça s'organise de différentes façons, vous pouvez comme ça introduire un système qui est sain pour tout le monde. Donc ça, c'était une illustration que j'ai vue apparaître il y a très très loin, qui était d'ailleurs utilisée pas forcément très positivement à cette époque. Mais je pense que le schéma est intéressant. J'ai vu quelques entreprises faire la même chose en mettant ici en fait une équipe de support. Le problème des entreprises, c'est que le support, ça n'intéresse pas grand monde, la plupart du temps. Pas toujours, hein, mais la plupart du temps. Et donc du coup, c'était un moyen en fait de se retrouver entre plusieurs projets qui étaient plutôt décorrélés. Donc c'était pas un Scrum of Scrum, mais des projets complètement détachés. Donc cette idée d'essayer de récupérer ou de trouver un espace où on se retrouve et on réduit le rythme est quelque chose qui va devenir de plus en plus important en tout cas dans la vie de nos entreprises. Juste, si on peut juste ajouter quelque chose, Patrice. Souvent, le mot récupération, les gens l'assimilent à ne rien faire. Voilà. C'est pas ça la récupération. L'exemple de la récupération, vous prenez un cycliste qui est monté un col, il arrive en haut, la première chose qu'il fait, il ne remet pas le grand baquet, il ne part pas à fond dans les descentes. Vous le voyez faire quelque chose de très simple, c'est ralentir un petit peu, se couvrir, se réhydrater, se nourrir et attaquer la descente après. Et dans la descente, il n'est pas tout le temps en train de pédaler. Donc récupérer, ça veut dire ralentir le rythme. Ça ne veut pas dire forcément tout arrêter, s'allonger et se mettre en relaxation ou à dormir. La récupération, c'est aussi faire des choses qui sont faciles pour moi, qui ne me demandent pas d'effort, qui sont très connues, qui sont des routines, où je consomme très peu d'énergie. Et là, je suis dans une récupération. Quand vous êtes en vélo ou quand vous faites du sport, à un moment, vous sentez que vous êtes sur un rythme où vous pouvez rester très longtemps.
vous êtes dans de l'activation, mais en même temps, vous restez très longtemps sur ce rythme-là. Donc c'est ça aussi, c'est savoir varier ces rythmes. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre dans la récupération. Bien sûr qu'il y a des récupérations profondes où il faut régénérer. On va parler plus de régénération. C'est pas du tout la même chose. Quand on va en régénération, on va pour reconstruire. Donc là, effectivement, on va chuter très très fort l'activation pour laisser la récupération prendre le dessus sur l'activation pour réparer les fibres musculaires si on fait du sport, les neurones si on travaille avec sa tête, ce qui est votre cas. Il faut savoir une chose, c'est important pour vous cette notion de récupération. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Quels sont les deux éléments fondamentaux qui empêchent la sécrétion de nouveaux neurones, c'est-à-dire de résoudre des problèmes complexes ? Et quelles sont les deux choses qui le favorisent ? C'est un peu les mêmes d'ailleurs. Dès que vous avez un niveau de stress qui est trop élevé, vous percevez comme une grosse menace, y compris si c'est un stress cognitif, hein, un problème à résoudre tout simplement, complexe. Stop, vous n'avez plus de nouveaux neurones, de nouvelles cliques neuronales qui peuvent se créer. Donc vous ne pouvez plus progresser, vous utilisez le disque dur, la mémoire de ce que vous savez faire, mais vous êtes incapable de créer une nouvelle solution. Donc si à ce moment-là, je n'ai pas le truc de dire hop, 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 c'est le cycliste qui est dans le haut de l'effort, qui est dans la zone rouge, vous pouvez toujours lui demander d'en rajouter. Et de dire l'autre il est en train de partir, il ne peut pas suivre. Ben là c'est pareil, le problème continue à devenir complexe, mais moi de toute façon je ne peux pas aller plus vite, voire je suis en train de régresser et perdre du terrain. Donc ça c'est un premier point. Pourquoi la récupération est importante, y compris pour le cognitif. On sait bien qu'en face de nous on n'a pas des sportifs. Non, par contre on a des gens du haut niveau dans l'informatique. Donc votre performance à vous elle est cognitive avant tout. Sauf que vous avez un corps et que le corps il faut le prendre en compte. C'est un peu ça l'idée. On ne va pas vous faire 10 tours de salle et vous prendre combien vous avez en pulsation. C'est pas ça vos indicateurs de performance, c'est pas ça. Patrice les connaît, il les a évoqués. Par contre, vous avez bien un corps dont il faut s'occuper et des processus de régénération comme dans le physique. D'accord ? On verra plus tard d'ailleurs que le physique est important. Deuxième chose, qualité du sommeil. Lorsque vous dormez, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on dort bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas suractivé. Parfois on dort, on se réveille plus fatigué qu'on s'est couché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant le sommeil, on n'a pas récupéré. L'activation est restée trop élevée et la récupération n'a pas pu se faire. Donc vous continuez à vous fatiguer quand vous dormez. C'est ça que ça veut dire. Et si là, vous ne mettez pas de stop, là, vous allez sur le burn-out à coup sûr. Parce que c'est là que ça se passe. Si au moment où je dois me régénérer, je ne régénère pas, qu'est-ce qui se passe ? J'active jusqu'au moment où ça s'arrête. Donc ça casse physiquement, ça casse moralement. Parfois, c'est plus brutal pour certains ou pour certaines. Voilà. Donc le sommeil vous permet deux choses. Un, c'est d'élaguer les apprentissages dont vous n'avez plus besoin. Donc c'est intéressant. Ce truc-là n'est plus adapté au contexte, je l'oublie. Exemple, je ne parle plus en francs alors qu'on est à l'euro. Donc j'oublie ça pendant le sommeil. Deuxième chose, c'est ce qui vous permet de fixer les apprentissages. Nouveau. Donc de faire face à la complexité et donc de rester agile au niveau cérébral. Rester agile au niveau cérébral, c'est éliminer les schémas dont j'ai plus besoin, si on fait une agilité neuronale, pour créer ceux dont j'ai besoin pour faire face au contexte qui est le mien aujourd'hui et encore demain. Donc c'est pour ça que la récupération est déterminante, à tout moment. Merci pour cette aparté. Oui, écoute, je ne vais pas tarder à te donner la main, puisqu'en fait, donc, ce qu'on comprend, c'est que jusqu'à présent, dans la plupart de nos cycles de développement, on était assez ralenti, un peu comme on a vu avec l'histoire du sac. On va augmenter avec nos méthodologies, maintenant plus complexes, l'efficacité, en fait, la performance du projet et en même temps l'efficacité des individus. L'idée, à un moment donné, c'est d'essayer de ne pas dépasser, comme disait Ralph, cette zone d'efficacité pour ne pas rentrer dans des zones d'inconfort. Alors, il y a ça, mais il y a aussi également comment arriver à constituer des équipes qui soient cohérentes en termes de comportement et qui sortent du système avec juste deux valeurs qui étaient extraverti, intraverti, et voir effectivement comment on peut faire autre chose et emmener des équipes vers un autre niveau d'efficacité optimale. Donc là, je vais repasser la main à Philippe ou à Ralph pour la suite. Puis après, on va laisser te donner le boui-boui. Merci beaucoup. Parce que comme j'ai le micro, Ralph, si tu peux prendre la manette, parce que sinon je pense que je vais mêler les pinceaux. C'est trop compliqué pour moi, je suis un homme, je suis désolé madame, je fais une chose à la fois.
Hier, j'étais dans le train, puis on préparait cette intervention qu'on a déjà faite, mais je me disais, finalement, si on regardait l'agilité un petit peu différemment de l'informatique, finalement, l'agilité, c'est pas si nouveau que ça, d'être agile. Par contre, ce qui est intéressant, je me suis dit, tiens, finalement, c'est quoi la définition qu'on pourrait donner par ailleurs, dans d'autres contextes, à l'agilité? Je suis tombé sur quelques éléments très intéressants, comme par exemple savoir anticiper, voilà, repérer des futurs possibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont certains, c'est bien des possibilités, des potentiels de transition à venir et de transformation, et puis savoir gérer l'incertitude et l'imprévisible. Donc ça, c'est un peu la particularité. Puis il y avait une phrase que j'ai trouvée intéressante, puis après je vais vous poser une petite question, comme ça va vous maintenir en éveil, ça va vous éviter d'avoir trop faim, il ne doit être pas loin de midi maintenant. Voilà, cocktail savant de nombreuses conditions. Donc déjà, quand on a commencé comme ça, on se dit ça ne va pas être précis, mais ils disent la plus importante ou la première serait la suivante: développer une vision la plus claire possible du monde qui nous entoure, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Patrice. Quel est le monde qui nous entoure? Essayer de clarifier un peu les choses, sachant qu'il y a des zones de flou complètes. Et des grandes tendances de fond à l'œuvre. Voilà, donc on a levé certains lièvres, et certainement il y en a plein d'autres. Et puis en détecter d'éventuels signes de danger et ou d'opportunités. Donc voilà, où est-ce que c'est menaçant, puis où est-ce qu'il peut y avoir des opportunités. Alors pourquoi être agile aussi, au-delà des processus informatiques? J'ai une question à vous poser. Il y a une seule entreprise au monde, je dis bien une seule, qui était là à la création du Dow Jones, d'accord, parmi les 100 entreprises qui ont créé le Dow Jones en 1843, et qui est toujours aujourd'hui parmi les 10 premières entreprises du monde. Laquelle est-ce? Est-ce que vous avez une idée du nom de cette entreprise? Tout le monde la connaît. Pardon? General Electric, absolument. Et j'ai une question, on parlait d'anticipation. Est-ce que vous savez en quelle année General Electric a déposé GE.com, le nom GE.com, qu'on utilise partout aujourd'hui? En quelle année? 4 août 1986. 4 août 1986, ils avaient anticipé le fait qu'il fallait déposer le nom GE.com. 86, je pense qu'un certain nombre tout le monde était né en 86 ici dans la salle. Vous vous souvenez où est-ce qu'était Internet en 1986, d'accord? Moi, j'avais tout juste passé mon bac, je faisais mon service militaire. À l'époque, on était encore sur des fax. Voilà. Et c'était révolutionnaire, le fax, à l'époque. Le traitement de texte, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui était une entreprise d'aéronautique, en 85, le traitement de texte venait d'arriver. L'ordinateur personnel était quelque chose de tout à fait émergent. Mais GE.com, on va déposer le nom de GE.com. Voilà. Et ceci dit, ils ont changé complètement de métier. Et si vous allez voir maintenant ce qu'ils font, ils sont toujours dans l'énergie qui est leur métier d'origine. Edison a créé cette entreprise. Mais ils sont aussi dans NBC. Là, ils font du numérique, du film, etc. Donc ils sont toute une palette de services qui fait qu'ils se sont adaptés à leur contexte en créant de nouveaux métiers à chaque fois. Donc c'est aussi ça l'agilité. Si on le regarde autrement, c'est que vos métiers vont changer, ils vont bouger. Il y a 10 ans, ce n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Dans 10 ans, ils seront différents. Mais les structures bougent et évoluent. Et là, vous dites, pourquoi ils nous emmènent sur un truc comme ça? Qu'est-ce qui fait que General Electric est la seule entreprise qui a su anticiper toutes ces choses-là? Ce n'est pas les processus de General Electric. Parce qu'a priori, c'était à peu près les mêmes pour tout le monde. Tout le monde a fait du Kanban, du Six Sigma, toutes les modes, etc. Mais il y en a qui n'ont pas survécu. Eux, oui. Certainement parce qu'ils ont dû savoir utiliser un certain nombre de talents dans leurs équipes et que c'est certainement les hommes et la capacité dont les hommes ont pu se mobiliser au travers des visions successives et des intentions données par les dirigeants qui ont permis à cette entreprise de survivre. Très certainement. Donc c'est ça un peu le lien avec ces choses-là, c'est que, quels que soient les contextes, depuis que l'homme est homme, il s'est toujours transformé. Il a toujours survécu, parfois avec fracas, ça n'a pas toujours été évident, mais il a toujours réussi à surmonter, à s'adapter à son environnement, mais ça s'est toujours joué sur les qualités des individus, et sur les qualités d'individus, et en particulier de leaders, de grands leaders, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Vous voyez tout de suite à quoi je pense. Philippe, voilà. On parle de l'anticipation. L'anticipation, c'est quoi? Okay. Quelle différence y a-t-il entre vous et Federer sur le plan purement hardware? Vision et cerveau, zéro. La différence entre quelqu'un qui est très performant et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est la capacité d'anticipation. Voir vite un signal faible dans un environnement qui n'est pas clair. Donc c'est ça l'anticipation. C'est la vitesse de détection d'une information minime dans un environnement flou. Et dans le sport, c'est ce qu'on apprend. Plus on est capable de prendre un signal faible
tôt et vite, plus on est bon, plus on joue au très haut niveau. Donc vous êtes à 180 sur l'autoroute, dans le brouillard, et vous voyez le lapin qui va traverser, vous ne l'écrasez pas. Hein, c'est juste pour décontextualiser le regard différemment, mais c'est ça qu'est-ce qu'entendait Ralph. Dans le sport, au tennis, la balle, elle arrive à plus de 180 km/h, et la longueur du terrain, elle est extrêmement rapide. Donc la vitesse d'anticipation est extrêmement importante. C'est ça l'idée. Avancer. J'avance? Voilà. Si la technologie veut bien. Ok, c'est ça, j'ai fait ça. Pourquoi ça n'avance pas? Philippe? Vous voyez vous confirmez qu'on n'est pas expert en technologie. Okay, hein. Quoi? Pourquoi c'est ici? C'est pas notre ici sujet. Il faut faire avancer, c'est là? C'est ça. Ah, ça y est. Okay, j'ai fait, j'ai pesé. Ah ben voilà. Voilà, c'était bon. Voilà. C'est intéressant parce que on va mettre un petit peu de mouvement. On ne va pas vous faire des tours de salle, mais on va juste vous faire vivre une petite expérience. Donc on va toutes et tous vous inviter à vous lever, tout simplement. Voilà. Y compris ceux qui filment ou qui prennent des photos, pour que les images et les mots se posent sur un ressenti. Voilà. Profitez-en pour vous relâcher, puisque c'est vous relaxer. Ça peut être un petit temps de récupération, tout simplement. Et puis je vais laisser la main à Ralph qui va vous demander de faire certaines choses. Voilà. Okay. Vous fermez les yeux et vous regardez sur quelle partie de votre pied se trouve votre poids. Sur le tiers arrière, sur le tiers avant. C'est tout. Juste stabiliser, vous allez sentir que votre poids est plutôt sur le tiers avant ou sur le tiers arrière de vos pieds. D'accord? Voilà, vous prenez bien ce repère-là, vous sentez bien où est votre poids de corps, et puis on va aller sur la suite. Voilà. Okay. Et maintenant, vous allez dire juste ça. Voilà. Okay. Vous dites oui, non, oui, oui, oui. Oui, oui non, oui, oui, oui. Oui, non, oui, oui, oui. Moi, je vais faire comme Johnny, je ne vous entends pas. Hein. Okay. Vous constatez que votre poids oscille un peu. D'accord? Donc, très clairement, votre poids oscille. Très bien. Maintenant, on va faire ça. Maintenant, vous allez dire non, oui, non, non, non. Okay. Avec conviction. Hein. On peut faire mieux, je pense. Okay. Encore une fois. Ok. Vous remarquez que le poids oscille dans la direction opposée. Donc, c'est très clairement ça. Il y a une partie de mon pied qui est ma base. Il y a l'autre partie qui est ma phase d'apprentissage ou de récupération. Donc, en sachant que j'ai une préférence sur laquelle je dois m'appuyer. Une équipe performante, c'est une équipe qui agit sur les complémentarités et l'addition des forces. C'est ça, une équipe performante. Ce n'est pas de faire quelque chose à quelqu'un qui ne convient pas à son talent et à ses capacités. Donc, vous remarquez que l'état d'esprit dans lequel vous êtes est très important. Et Losada, un prof de mathématiques, a montré que pour qu'une entreprise soit performante ou que quelqu'un soit performant, il faut un minimum de 3 pensées positives pour une pensée négative. Et que l'état de flow, en fait, c'est 6 pensées positives pour une pensée négative. Et l'état de dépression, c'est une pensée positive pour 2 pensées négatives. Et si vous restez là-dedans pendant 6 mois, vous perdez de manière catabolique 30% de vos capacités cérébrales. Donc, très clairement, comprendre que l'état d'esprit dans lequel je suis conditionne la performance dans laquelle je suis. Losada travaille avec des modèles mathématiques et informatiques dans toutes les entreprises et il travaille beaucoup là-dessus en écoutant le discours des personnes. Et moi, à l'entraînement, ou que je travaille avec une entreprise, si vous écoutez plus de négatifs que positifs, vous êtes en contre-performance. Ça veut dire que les personnes sont mal dans leur peau, et dans le sport, ça veut dire que la personne est en état de surentraînement. Donc, c'est quelqu'un qui va très vite être mal. Donc, comment je suis? Mais je ne peux être bien que si je suis sur mon autoroute.
Ça, c'est un point important, sachant que le négatif est toujours plus présent que le positif et surtout plus impactant. Amusez-vous une fois, quand quelqu'un vous dit bonjour, ça va, non, ça va pas, vous allez faire demi-tour et il s'en va, quoi. Parce qu'il ne sait pas gérer ça. On ne sait pas bien gérer ces choses-là. Donc, quand quelqu'un ne va pas bien, généralement, on se carapate, on va se planquer, on évite la personne. On dit, qu'est-ce qu'il est négatif? Moi, je ne vais pas le voir, il me fout le bourdon, hein, parce qu'en plus, il me le communique. Mais résultat des courses, il plombe le système. Hein, si vous avez quelqu'un comme ça sur le terrain, que vous lui passez le ballon, eh ben, ou vous lui passez un projet, vous lui passez un développement à faire, un test, j'en sais rien, il ne va pas forcément vous rendre la meilleure vision des choses, quoi, hein. Ça, c'est un point aussi intéressant à prendre en compte. Les émotions sont aussi contagieuses, sont encore plus contagieuses que les paroles. Donc, une émotion, vous remarquez que quelqu'un tire une tronche, la personne emmène tout le monde avec elle. Donc, ça, c'est important à comprendre. Donc, les émotions sont contagieuses. Donc, l'état d'esprit dans lequel je vais faire les choses est hyper important pour la performance. Donc, j'ai le choix, ou bien de sourire, ou bien de faire la tête. Donc, c'est un choix. Mais par contre, ici, je suis en contre-performance. Et ici, j'entraîne tout le monde avec moi. Donc, l'état d'esprit dans lequel je suis a des conséquences émotionnelles très fortes. Et dans quel état je suis dans l'équipe, quelqu'un qui ne va pas bien, pour moi, dans une équipe, ça reste la chose la plus importante à comprendre. Parce que dans une équipe, tout le monde ne va pas bien en même temps. Et c'est comment on permet aux personnes qui vont moins bien de récupérer et de remonter. C'est comment on accompagne les personnes qui vont moins bien. C'est ça qui fait une équipe performante, pas l'opposé. On n'est pas en train de vous dire que vous devez tout le temps avoir la banane, parce que ça, c'est une précaution oratoire qu'on veut prendre qui est importante, c'est qu'il y a des états de forme à prendre en ligne de compte. On n'est pas là pour dire qu'il faut que les gens aient toujours la banane et soient toujours en pleine forme. Ça, c'est pas possible. On a tous des variations d'état de forme. Le point, c'est si on est transparent là-dessus, de savoir qu'il ne faut pas que je puisse, ou je ne dois pas jouer cette échéance-là, ou je ne peux pas jouer ce match-là, ou je ne peux pas jouer ce test-là, ou je ne peux pas jouer ce... Comment vous appelez ça, Patrice? Le run? Comment vous appelez ça, là? L'itération, et puis vous avez des sprints, c'est ça? Voilà. Je ne peux pas jouer ce sprint-là parce que je ne suis pas en état de forme, mais qu'est-ce que je peux faire néanmoins dans ce sprint-là, mais peut-être pas me demander le même niveau de performance que d'habitude. C'est ça qui est important. Pour ne pas perturber le groupe, et pas moi m'en rajouter, parce que si je suis déjà fatigué, que je me rajoute de la complexité, je vais plutôt amplifier ma boucle, plutôt que l'améliorer. Et du coup, amplifier la boucle, potentiel de spirale pas constructive pour l'équipe, pour l'ensemble, puisque je vais contaminer aussi un petit peu les autres. Est-ce qu'on peut faire une petite expérience? Je vais choisir 2 personnes, madame, s'il vous plaît. Il ne faut pas être au premier rang, ceux qui sont au fond. On va prendre quelqu'un du fond. Voilà, tiens, le monsieur qui est complètement au fond là-bas, qui s'était caché. Donc, oui, vous montez. Et non, monsieur, je ne rigole pas, une personne du fond. Monsieur, c'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. Très bien. OK. Je vais vous dire ce que j'ai observé. OK. En regardant écrire quelqu'un, on a une manière de savoir quelle est sa motricité dominante. Donc, on va valider ça et on va montrer que la tête ne peut jamais rattraper le corps. Si je ne suis pas bien dans mon corps, toute la volonté du monde ne sert à rien. Donc, il faut d'abord que je récupère, que je restabilise mon corps. Je vais vous utiliser pour une petite expérience. Okay? Vous allez serrer mon doigt avec ces 3 doigts-là. Allez-y, serrez et tirez-moi. Tirez. Très bien. Okay. Voilà. Maintenant, vous allez serrer avec ces 3 doigts-là et vous allez me tirer. OK, très bien. J'ai rien dit. Très bien, pas de problème. Maintenant, vous allez me prendre avec ces 3 doigts-là. Okay, les 3 doigts, avec le pouce. Le pouce et les 2 doigts ici. Tirez-moi. OK. Par contre, ici, là, voilà, là, je peux faire tout ce que je veux, je ne peux pas. Ah, bizarre. Maintenant, on a 2 personnes qui fonctionnent de manière différente. Je vais expliquer. Donc, madame, on va faire un petit exercice. Je vais prendre votre bras et je vais vous demander de faire 10 fois dans ce sens-là. Très bien. Très bien. Maintenant, vous pliez les genoux, vous écartez les jambes légèrement. Écartez les jambes, et pliez les genoux. Prenez des photos, hein, c'est la seule fois que vous les verrez comme ça.
poussez contre moi. OK. Et continuez. Et dites, je suis. C'est bon, ça suffit. Oui. Et dites maintenant, je suis forte. Je suis forte. OK, très bien. Je suis très forte. Voilà. Ça se voit. Hein. Maintenant, on va faire ça autrement maintenant. On va vous demander de faire 10 fois dans ce sens-là. OK. Voilà. Maintenant, pliez les jambes. Poussez contre moi. Et là, vous pouvez dire, je suis faible. Je suis faible. Mais le corps continue. Le corps est bien placé. Je réagis. L'idée de dire que parce que j'ai de la volonté, je peux faire les choses, c'est de la flûte. Je dois être bien placé dans mon corps et savoir comment placer mon corps pour être performant. Il a dit qu'il travaille avec des musiciens, vous avez vu. Hein. Dans le sport, c'est des blessures graves parce que c'est deux manières d'entraîner différentes, c'est deux types de blessures différentes, c'est deux types de communication. Maintenant, à monsieur, je vais lui demander de faire 10 fois ça. Très bien. Très bien. Pliez les genoux, OK, et poussez contre moi. Très bien. Maintenant, dites, je suis fort. Je suis fort. Allez-y. Très bien. Maintenant, on va faire dans le sens opposé. Là, vous allez ouvrir les mains. OK. OK, très bien. Pliez les jambes. OK. Là, allez-y. Contre moi, allez-y. Très bien. Maintenant, dites, je suis nul. Allez. Je suis nul. Allez-y, pliez les bras. Le corps est bien. Je rattrape. La pensée vient influencer quelque chose qui ne va pas. Ou peut créer à terme des dégâts, comme le oui, non, non, non. Mais par contre, je suis bien dans mon corps. Qu'est-ce que je peux dire? Madame a besoin de savoir d'où elle part pour savoir où elle va. Donc, je pars d'un point et je vais vers quelque chose et je travaille étape par étape. J'ai besoin de systématique et de concret. D'accord? Monsieur a besoin de savoir où il va pour revenir. Okay. Toujours le projet où je me projette et je reviens après sur ce que je vais faire. Oui? Oui, 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 certainement. Donc le projet d'abord, la carte du territoire, ensuite l'action. Donc c'est deux manières de voir les choses. Donc ça veut dire que besoin de se projeter, donc travail plus intense sur des temps plus courts, besoin d'être stable et de faire la performance de manière stable, concrète, précise, de bonne qualité. OK? Merci. Merci beaucoup. C'était bien, on parlait du testing. OK, voilà. OK, c'est bon, vas-y. Donc on l'a fait avant, hein, on va continuer à en faire un petit peu. Vous aurez compris, on va faire appel à un certain nombre de personnes. Le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, ou de mettre les gens en vulnérabilité, c'est de mettre des choses concrètes et du vécu sur ce que l'on dit. Parce que vous avez compris que le corps intègre beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Voilà. Next step. Ce qu'on a fait voir tout à l'heure, Ralph disait notion de préférence. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un, quand vous savez qu'il est droitier, de demander d'écrire de la main gauche? Juste pour l'emmerder, en disant, tiens, je vais te demander un truc, pour la journée, tu vas écrire de la main gauche. Ou réciproquement pour un gaucher. Je vais lui demander, tiens, est-ce que tu pourrais écrire de la main droite? Donc, ce qu'on cherche à identifier, c'est ça, c'est d'où je pars, où est-ce que les personnes naturellement s'expriment. Parce que quand vous écrivez de la main droite, on va faire l'exercice, tiens, tout le monde a un stylo, un papier, majoritairement, prenez votre main préférée et pendant 10 secondes, faites ce que vous voulez avec, vous écrivez, vous dessinez, vous dites voilà, j'ai faim, j'ai soif, j'en sais rien. Laissez l'inspiration venir. Alors ceux qui n'ont pas de stylo, vous faites comme si, je ne sais pas. Voilà, vous faites avec votre main préférée, c'est-à-dire la droite pour les droitiers, la gauche pour les gauchers, vous faites ce que vous voulez, 10 secondes. Voilà. Voilà. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Aucune consigne particulière. Voilà. Et puis maintenant, on va changer de main, on va mettre le stylo dans l'autre main. Alors pour ceux qui sont en retard, ils vont commencer par le plus désagréable, mais c'est pas grave. Et là, je vais vous demander d'écrire votre nom, votre prénom, la date du jour en toutes lettres. Voilà. Et puis je vous donne 40 secondes. C'est-à-dire, je vous mets une contrainte de performance avec du délai dans quelque chose qui est une zone d'inconfort pour vous. C'est-à-dire que je vous envoie dans cette petite boucle-là. Et puis je vous laisse faire, je vous laisse vivre l'expérience. Je pourrais aussi, si j'étais vache, en même temps dire il ne reste plus que 10 secondes ou 15 secondes, l'histoire de rajouter un peu de pression. Vous savez, comme les deadlines qui tombent sur l'ordinateur en disant J-3, J-2 heures, etc. Le truc qui met en confiance. Voilà. Voilà, l'idée, c'est ça, hein, d'expérimenter la préférence qu'on vous a fait voir sur scène.
avec des gens qui partaient d'une certaine manière, d'autres qui partaient d'une autre manière. C'est ça, c'est que tous, on part de certaines choses, et lorsque c'est nourri, c'est facile, c'est une autoroute. Comme votre main droite ou votre main gauche, si vous êtes droitier ou gaucher, vous avez une consommation d'énergie très faible, et vous avez un résultat tout à fait satisfaisant rapidement. De l'autre côté, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais la consommation énergétique n'est pas la même, l'énergie que vous mettez n'est pas la même, la conscience que vous mettez n'est pas la même, l'aisance n'est pas la même. Donc ça ne veut pas dire que, vous voyez, on va toujours être sur une jambe. On ne peut pas passer notre vie comme ça, c'est pour ça qu'on a une main droite et une main gauche, c'est qu'elle sert de soutien ou autre, ou qu'elle me permet d'aller récupérer, hein, ou d'apprendre à taper du pied gauche si je suis droitier, etc. Mais tant qu'à faire, j'aime bien toujours partir, m'appuyer sur le côté où je suis fort. C'est ça l'idée que l'on souhaite défendre, parce que là, c'est là que sont les talents des gens, naturels, spontanés. Vous n'avez pas besoin de leur apprendre. Il y a besoin de canaliser, éventuellement d'en prendre conscience, éventuellement de le libérer, éventuellement de le rappeler, éventuellement de le ramener dessus. Hein. Mais c'est facile. Ralph ? Une équipe a un profil. Donc le groupe doit fonctionner sur le profil d'équipe. Par contre, chaque individu doit être capable de s'exprimer à l'intérieur de ce groupe et de ce profil. Donc chacun est utilisé pour ses forces et pour ses capacités, et on apprend à parler la langue de l'autre. Très important de parler la langue de l'autre. Ce qui est facile pour certaines personnes est difficile pour d'autres. Donc quel rôle, quelle utilisation, quelle complémentarité, et comment travailler sur une équipe qui est performante. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste une manière d'être. Et je pars toujours de l'individu, de son point fort. Mon travail à l'Institut national des sports, c'est de mettre les athlètes en difficulté et de leur apprendre à être performants dans la zone d'ombre. Ça s'entraîne aussi. Mais ça demande du lâcher-prise et ça demande un entraînement spécifique parce qu'on n'est pas toujours dans un état de forme. Pour faire une transition avec l'entreprise qui est peut-être plus proche de votre réalité, c'est que bien souvent on se retrouve de l'autre côté, dans la petite boucle, en tension, en difficulté, en fatigue, et on ne sait pas forcément bien comprendre ce qui nous arrive et on ne sait pas forcément bien le gérer. Et comment réagir quand je suis là. Donc c'est comme si d'un seul coup, vous avez le même boulot que d'habitude, sauf que vous mettez la main gauche pour faire le boulot. Et là, j'ai l'impression de ne pas y arriver, je suis beaucoup plus lent, je n'ai pas la même performance, les gens disent que mon comportement change, je suis plus irascible, j'engueule les enfants à la maison, le conjoint me dit que je deviens insupportable, enfin j'en passe et des meilleurs. C'est pas forcément tout en même temps non plus, hein, mais parfois ça peut être un faisceau de signaux, hein, on va dire. Mais ça veut dire que je suis dans la petite boucle. Et quand je suis dans la petite boucle, vous voyez, c'est l'histoire un petit peu du 4x4 qui s'embourberait. Je peux y passer, mais c'est une zone sur laquelle, quand je suis dans la zone de préférence, vous voyez, je peux m'appuyer. Quand je suis de l'autre côté, bah, c'est plus mouvant. Hein, c'est plus mouvant. Voilà, c'est ça l'idée. Oui. Donc quand je vais chercher quelqu'un sur sa zone d'expression, sa main droite quand il est droitier, ben, je peux lui demander de faire des arabesques, de s'exprimer, de grandir, de progresser, d'être exigeant avec lui, hein, dans cette zone-là, parce que c'est là où il peut l'être. De l'autre côté, eh ben, effectivement, je sais que si je l'envoie ici, que je lui demande d'être très performant, eh ben, ça va demander beaucoup plus de temps, il va falloir être beaucoup plus patient, et je prends des risques avec cette personne-là. Dans le sport, c'est des risques de blessure, dans l'entreprise, c'est des risques psychosociaux, hein, que les choses soient claires. Si quelqu'un reste durablement ici, c'est là où vous commencez à rentrer dans les phénomènes d'agressivité dans un premier temps, d'apathie dans un deuxième temps, et puis après, soit vous êtes capable de revenir et vous régénérer, soit vous allez sur des phénomènes d'arrêt de travail. Voilà. Les gens vous disent j'ai pété un boulon, je peux plus, il est tombé sur le bureau. Soit les gens cassent quelque chose physiquement, ils vont au sport d'hiver, ils reviennent, ils partent en pleine forme, ils reviennent avec une jambe dans le plâtre, parce que dans le relâchement, ben, le corps s'est relâché, etc. Je sais que c'est bientôt les vacances, donc si vous êtes... L'idée c'est quoi? C'est que si vous avez tiré dessus intellectuellement, vous partez en vacances. On a eu le cas la semaine dernière avec une personne qu'on rencontrait. Bon, il partait voyage de noces aux Maldives et il était parti en disant je vais faire de la plongée. Et ça faisait 18 mois qu'il n'a pas pris de vacances et qu'il travaillait quasiment 6 sur 7, voire 7 sur 7. On lui a dit, attends peut-être 3-4 jours avant d'aller faire de la plongée, régénère, récupère du décalage, régénère-toi, fais des choses qui te font plaisir, reconstitue un capital de sommeil, puis après va faire de la plongée. Parce que là, sur transition comme ça,
le risque de l'accident de plongée, il n'est pas à négliger, quoi. Si vous naviguez en Méditerranée, moi je fais des bateaux en Méditerranée tous les ans, les samedis matins, vous avez la VHF, béliling, toutes les demi-heures, vous avez un accident de plongée. Autour de la Sicile, de la Sardaigne, quasiment toutes les demi-heures, vous avez accident de plongée. Les gens arrivent, ils sortent d'une année de boulot, etc. Oui, on va profiter dès la première minute, et ils plongent. Pour certains, c'est la dernière plongée de leur vie qu'ils font. Hein. Parce qu'ils n'ont pas pris ce temps de récupération, de régénération. Parce qu'ils étaient là, et quand vous êtes là, vous ne pouvez pas être performant comme d'habitude, quoi. Donc c'est juste pour dire où sont les risques. Hein. Ce n'est pas pour dramatiser les choses, mais c'est des points de vigilance importants. Et surtout, quand vous avez accompli quelque chose de particulier, quand vous avez fait une performance, la période après une performance est toujours un peu dangereuse. Vous avez fini un projet important, vous avez eu du succès. La période de recyclage est très importante parce que c'est à ce moment-là que j'ai plus d'émerveillement, je ne suis pas motivé, je suis un peu cynique, j'ai réussi, je suis fatigué, j'ai peut-être pas le retour que je veux. Comment je me reconstruis après une performance de haut niveau? J'ai réussi un gros projet. Comment on remotive l'équipe, comment on la remobilise, comment on permet aux personnes de retrouver leur force, comment on va faire travailler cette équipe. C'est bon, prochaine. Next step, ouais. Voilà. L'idée, c'est que maintenant, là, on vous a donné un des indicateurs de préférence, il y en a plein d'autres. Il y a au moins un faisceau de 5 ou 6 autres à minima. Et en plus une dynamique à prendre en ligne de compte. Donc on a simplifié à l'extrême parce qu'on a 2 heures, et le but, ce n'est pas de vous faire un cours sur ce sujet-là. C'est juste pour illustrer le propos. Mais l'idée, c'est que l'application qui vient derrière, c'est celle-ci, c'est dire on va pouvoir appliquer ça au management, en particulier au management de projet qui est le vôtre, et management des individus et des collectifs qui est le vôtre. Donc c'est ça l'idée. Vous le voyez comme moi, je vais faire travailler un petit peu votre visuel et changer de sens. Vous avez beaucoup écouté. Maintenant, si vous pouvez lire un tout petit peu, ça permettra de revenir sur l'écoute après, de façon de récupérer justement de l'audition pour aller sur... Voilà. Okay. C'est barbare, ça. C'est barbare, ne le retenez pas. C'est juste pour vous faire comprendre qu'en vous observant les uns ou les autres, on a un faisceau d'indications et d'informations, d'observables physiques, qui nous permettent de définir un certain nombre de choses. Et on sait le tester. Ça, c'est 25 ans du boulot de Ralph, je vais le laisser parler, c'est 25 ans de son boulot. Donc je vais le laisser parler là-dessus. Nous avons tous un comportement archaïque. Ça veut dire que le mouvement et notre manière de penser sont reliés. Dans des situations de survie, nous utilisons les mêmes mouvements et vraisemblablement, certainement, les mêmes schémas cognitifs sous stress. Donc, on a des schémas cognitifs prioritaires qui sont liés à nos mouvements de base. C'est ce que Damasio appelle la conscience qui est dans le pont du cerveau, qui est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc, quelque part, on a cette base, et cette base conditionne notre manière de percevoir, de faire, et nos besoins par rapport au mouvement, à l'apprentissage et dans la relation dans une équipe. Donc, ça veut dire que dans comment je bouge, comment je réagis, quels sont mes besoins primaires. Donc, ces besoins doivent être respectés et compris au départ. Donc, on a des tests et maintenant, on est en train de mettre en place des algorithmes avec des informaticiens pour montrer qu'en mesurant le mouvement de quelqu'un, la foulée de quelqu'un, nous avons une signature motrice qui est notre signature motrice qui fait partie de un de ces 4 profils, et en mesurant le temps au sol, la longueur de la foulée, le type de travail qu'on fait, on peut mesurer ça maintenant de manière très simple. Donc vous avez une itération de 3 semaines pour sortir les livrables et les... Non, je déconne. C'est bon ? L'idée là-dessus, c'est que comprenez DGRC, simplement, c'est une fois qu'on a identifié ça chez quelqu'un, c'est sa main droite. C'est sa zone d'expression. Donc on sait où c'est facile pour lui, où c'est facile pour elle, cette personne, et comment elle va pouvoir, sous régression du stress, parce que fatalement on est sous pression, quelle dynamique elle va mettre en place. Comprenez qu'il n'y a pas d'étiquetage. On part de quelque part, mais on navigue aussi sur d'autres motricités pour s'adapter. Tout comme, qu'est-ce qui se passe quand vous portez une charge lourde de la main droite et vous commencez à être fatigué? Qu'est-ce que vous faites naturellement au bout d'un moment? Vous ne le commandez pas.
Si vous avez un plâtre à la main gauche, eh bien vous posez, mais si vous avez votre main gauche, vous utilisez votre main gauche en soutien. Très rapidement, vous fatiguez très vite, et quand j'ai récupéré, très vite, je reprends de l'autre main. D'accord ? Donc ça, c'est exactement les mécanismes que l'on vit tous de façon globale. Et c'est ça, là-dessus, qu'on sait aller identifier et travailler sur la dynamique individuelle. Et anticiper qu'est-ce qui va se passer quand on va rentrer dans la red zone, la fin du projet, comment tout le monde commence à être crevé, la pression du temps est là, c'est la fin de l'année, etc., etc. Et comment tout ça va pouvoir fonctionner néanmoins dans ces temps qui sont plus sous pression. Parce que quand tout va bien, généralement, il n'y a besoin de personne. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça commence, il y en a un qui commence à aller moins bien, le client qui commence à mettre la pression, les délais qui commencent à ne pas être tenus, les coûts qui commencent à être justes, là, ça commence à aller moins bien pour tout le monde. Et c'est là où ça devient beaucoup plus difficile et délicat. Et c'est là qu'il faut performer. C'est là qu'on est performant ou pas performant. C'est bon. Voilà. L'idée, c'est que vous avez, une fois de plus, vous pouvez en prendre connaissance, et ça correspond effectivement à des besoins. Là, on est sur un niveau de compréhension extrêmement léger, et d'apprentissage et de vulgarisation. Il y a des gens qui sont pratiques, donc ils ont d'abord besoin d'avancer. Voilà. Des gens qui sont plutôt relationnels, c'est ceux qui vont effectivement mettre du rond dans les collectifs, faire l'interaction client, etc. Des gens qui sont idéalistes, effectivement, c'est peut-être ceux qui vont être capables d'anticiper, voire venir à un certain nombre de signaux faibles, peut-être. Et puis il y a des gens qui sont plus rationnels, qui sont plus conceptuels. D'accord ? C'est peut-être ceux dont on a besoin pour justement architecturer, cartographier, formaliser, structurer. Et donc, important de comprendre, les personnes D et G sont sur des projets de performance à court terme. Ce que je fais, quel est l'impact de mon action d'ici 1, 2 ou 3 mois. Les profils R et C sont capables d'aller sur des projets à long terme. C'est ni bon ni mauvais. Savoir que quand je construis un projet, est-ce que c'est quelqu'un qui est sur un projet de performance à court terme ou est-ce que c'est quelqu'un qui est sur un projet de performance à long terme? Et souvent, ça crée des conflits. La personne qui est sur du court terme, il ne faut pas lui parler à 3 mois, il faut lui parler qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin de cette semaine. Et souvent, c'est mes athlètes qui m'ont expliqué ça, que je leur parlais du milieu de saison. Ils disent, coach, on n'a rien à cirer du milieu de saison. Qu'est-ce qu'on fait samedi? Le milieu de saison, c'est loin. Pour nous, samedi, c'est déjà trop loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on est performant sur du court terme? Et ça, c'est même pas la peine de leur parler. Donc, qui a besoin de savoir quoi? Qui a besoin de se diriger vers quoi? Oui? Oui. Est-ce qu'on peut influencer sa façon d'être en changeant la marche? Là, on ne peut pas le faire de manière automatique. On peut essayer, mais ça ne va pas changer. La marche, ok, c'est simple. Quelqu'un qui est fort en rotation interne, si on fait une radio du bassin, elle a des têtes de fémur pénétrantes. Et ça veut dire que c'est le psoas qui équilibre le bassin. Quelqu'un qui marche plutôt avec les épaules d'abord, qui a une marche par le haut, eh bien, il a des têtes de fémur peu pénétrantes et c'est les ischios qui équilibrent le bassin. Donc clairement, notre corps est construit comme ça. On ne sait pas quand, à un moment dans le ventre de la mère, un phénomène d'apoptose, il y a un choix de structure qui se met en place. Ce n'est pas génétique parce qu'on a vérifié ça. On pense que c'est épigénétique, on a vérifié sur des milliers de personnes. On n'arrive pas à trouver de lien, de cause à effet entre parents et enfants. On ne trouve pas. Par contre, on sait que les jumeaux, les vrais jumeaux, n'ont jamais le même profil. On a testé à peu près 200. On ne trouve jamais, même des jumeaux n'ont pas le même profil. Donc, quelque part, c'est une adaptation qu'a la personne à un moment donné qui lui donne une structure osseuse. Parce que pour moi, au départ, chez l'être humain, notre base, c'est notre structure osseuse. Nos os tournent dans un sens ou dans l'autre. Deuxièmement, il y a la colonne vertébrale, qui est la relation du mouvement, etc., la colonne vertébrale qui travaille par rapport à nous. Troisièmement, il y a les intestins, ce que je mange. Il y a le cœur. Ensuite, le cerveau vient coordonner tout ça. Mais il faut partir du plus basique, du plus vieux,
okay, pour aller vers le plus récent, le plus développé, le plus développé, le plus visionnaire. Pourquoi on vous parle de l'intestin aussi? Parce que où et comment s'arrête le cerveau? Parce que ça, c'est une question, un point à clarifier. Où commence le cerveau et où est-ce qu'il s'arrête? Majoritairement, il se trouve où le cerveau? De façon dominante. Tout le monde le sait, ça va? Ici. Mais ça commence où, physiologiquement, dans le corps? Ça commence ici avec la moelle épinière. Donc ça veut bien dire que le tronc cérébral et le corps... Voilà. Et pourquoi c'est la moelle épinière? Parce qu'il me permet de faire la jonction entre le haut et le bas. D'accord. Deuxième chose, vous savez qu'on a des neurones ailleurs que dans le cerveau. Est-ce que vous savez où? Dans le cœur et dans les intestins. Et dans les intestins en particulier, qu'est-ce qui est important? C'est là où sont sécrétés les neurotransmetteurs. Donc la qualité de fonctionnement de votre cerveau se fait essentiellement par ce que vous mangez et par ce que nous mangeons. À cause de la barrière du cerveau, le cerveau a une barrière de protection. C'est tout le problème qu'ont les fabricants de médicaments. Parce que c'est très difficile de pénétrer cette barrière invisible qui est toute petite, mais très difficile à pénétrer. Donc c'est pour ça que c'est un neurotransmetteur. Il faut trouver des neurotransmetteurs, des choses qui passent de l'intérieur. Très difficile d'apporter des choses qui sont externes au cerveau. Les dernières recherches médicales dans les laboratoires pharmaceutiques et au niveau médical sont concentrées sur l'intestin. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un certain nombre de maladies qui touchent le cerveau, qui sont détectables très tôt dans l'intestin, bien avant que les symptômes sur le cerveau soient... Parfois, les gens vivent pendant des années avec un virus dans l'intestin, et un jour, ils se réveillent avec une pathologie neurologique qui est liée à un virus, qui est dans l'intestin, qui se nourrit même des bactéries qui sont... Ça, c'est les dernières découvertes qui sont en train de se faire. Donc c'est pour vous dire que la qualité de ce que vous mangez par rapport à qui vous êtes et à votre profil, une fois de plus, est extrêmement importante pour votre performance physique, bien sûr, mais aussi mentale. Parce que la qualité des signaux, la vitesse à laquelle vous allez pouvoir utiliser tout votre cerveau va être dépendante des influx et de la qualité des signaux qui vont être transmis via les neurotransmetteurs, entre autres. Le fait de bouger aussi peut vous aider. Vous comprenez que quand je fais ça, j'active avant-arrière du cerveau. Quand je fais ça, j'active droite-gauche. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous faites des stand-up meetings, c'est bien ça? Donc le stand-up meeting, c'est pour ceux qui penseraient que c'est une erreur. Pour beaucoup de gens, c'est plutôt très bien parce que ça va leur permettre d'activer, d'intégrer de l'information, voire de trouver des idées qu'ils ne trouveraient pas s'ils restaient assis. Parce qu'ils vont activer d'autres parties du cerveau qui sont plus implicites, qu'on est incapable d'atteindre si on ne bouge pas. Dans certaines écoles aux États-Unis, ils disent certains gamins, il faut leur laisser bouger. Parce que s'ils ne bougent pas, ils n'apprennent pas. Donc ça, c'est important de comprendre. Pas tout le monde est capable de rester assis de manière très sage à faire les choses. Et que ceux qui veulent bouger, allez-y, c'est le moment. C'est pas de l'impatience. Pour intégrer, c'est bouger. Et maintenant, je recommande aux entraîneurs des sportifs de haut niveau et dans l'apprentissage, je mets des personnes sous des WAF, des choses qui déséquilibrent un peu, qui font travailler la proprioception et qui permettent d'intégrer par le mouvement et par d'autres canaux ce qui se passe globalement. Donc, pas toujours être assis pour prendre, utiliser le corps, utiliser d'autres schémas, d'autres choses pour apprendre. C'est bon? Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est une introduction, mais en fonction, vous voyez, de ce qu'on a vu avant sur les différentes préférences, les G, les R, les C et les D, on va avoir effectivement des notions d'approche managériale qui sont totalement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui prévaut sur l'autre. On parlait tout à l'heure de leadership. La différence entre le leadership et le pouvoir, c'est que le pouvoir, c'est un chef qui a l'autorité et qui décide pour tous. Le leadership, c'est celui qui a la compétence et les talents en fonction du contexte et qu'on va utiliser. D'accord ? Quand on parlait de rugby tout à l'heure, on ne passe pas le ballon à un pilier pour faire un débordement sur l'aile, quoi. C'est ça l'idée. Donc quand vous passez un ballon, par exemple, à quelqu'un qui est solidaire et humain, vous lui demandez de faire de la technique et du financier, vous lui dites, tiens, voilà, fais-moi ça. Et il va le faire, hein, mais il va avancer à la vitesse d'un pilier le long de la ligne de touche, quoi. Donc il y a de fortes chances qu'il soit vite rattrapé par la patrouille, ou qu'il s'épuise avant la ligne d'essai, avant la deadline. Hein, c'est ça l'idée. Donc autant savoir quel ballon je donne à qui et utiliser son leadership alternatif. Nous avons chacun un point d'entrée, d'accord? Un point d'entrée préférentiel que nous, on appelle le neuronet. Le point d'entrée, ça ne veut pas dire que ça se passe là, c'est le point d'entrée qui nourrit tout le cerveau.
en sachant que c'est encore des histoires, on utilise toujours, quand je bouge mes doigts, j'utilise tout mon cerveau. Par contre, c'est rentré par une partie du cerveau et c'est analysé par tout. Ça permet à tout le cerveau de travailler. Donc, plus le point d'entrée est bon, pour moi, plus mon travail est performant, plus je vais être capable de synthétiser et d'utiliser tout mon cerveau de manière harmonieuse et efficace. Si c'est le mauvais point d'entrée, eh ben, j'ai du mal. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, l'être humain est ainsi fait, il n'est pas comme moi, donc il n'est pas normal. Et ça, c'est hyper important. Comment? On n'est pas tous bons comme ça? On n'est pas tous bons comme ça? Ben non. On est différents. Et accepter la différence, si l'autre est différent de moi, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. On peut avancer, Ralph. Voilà, d'autres, hein, c'est une autre façon de regarder ces conférences, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver, de liens qu'on peut faire. Vous voyez, sur les aspects contrôle, on va retrouver un certain nombre d'outils que vous connaissez. Hein. Tous, c'est des outils que vous connaissez ici. Quand on est ici, voilà, à quoi ça va servir, quel leadership et qu'est-ce que ces personnes vont amener. Ici, pareil, et là-haut, pareil. Donc, une fois de plus, quel est le contexte, quelle est la phase du projet dans laquelle on se trouve, et quel lead on utilise, et quels sont les besoins du processus d'équipe par rapport au contexte pour atteindre l'intention qui est que le projet soit réalisé au meilleur coût, au meilleur délai, avec la satisfaction client optimale, et des gens qui ne sont pas épuisés ou qui n'ont pas explosé en vol au cours du projet. Cette année, j'ai accompagné 17 entreprises. Quand on regarde sur quoi les entreprises communiquent, tout le monde communique en jaune et en rouge. Vous regardez, vous allez sur les sites de toutes les entreprises, tout le monde parle de prospective, tout le monde parle de leadership, tout le monde parle de knowledge management. Quand vous creusez un peu, tout le monde évalue à gauche. OK? Donc, on vous dit, vous allez lire, toutes les valeurs sont à droite, et puis toutes les évaluations, tous les avancements sont à gauche. Donc, les personnes sont un peu schizophrènes, elles ne comprennent pas ce que ça veut dire. D'un côté, on nous dit c'est ça qu'il faut faire, et d'un autre côté, eh bien, on nous évalue totalement de l'autre côté. Donc, c'est comprendre qu'il y a les deux et que mon patron eh bien, va aller là-dessus. Et quand en France, quand je fais des interventions syndicat-patron, les patrons sont en bleu, ils ne veulent pas décoller du bleu, et le syndicat est en rouge, il ne veut pas décoller du rouge. Et si chacun ne fait pas un effort de comprendre l'autre, eh bien, on est dans un dialogue de sourds pendant des années. Tout le monde aura reconnu les couleurs de la CGT, non je déconne. Une fois de plus, on n'est pas à dire que l'un prévaut sur l'autre, et que c'est des complémentarités, et tous, ce qui est important, c'est que naturellement, on sait se dire où on est fort, mais là où je suis vulnérable, généralement, on a du mal à l'admettre, et on a du mal à aller trouver des soutiens. Pourquoi chez les militaires, dans tous les postes à enjeu, le binôme est la règle? Vous ne voyez jamais un militaire intervenir seul. Jamais. Plus l'environnement est hostile, plus il faut aller vite, plus c'est compliqué et complexe, plus le binôme est important. Et quand vous êtes dans des environnements très hostiles, je vous garantis que votre binôme, vous le choisissez bien, parce que vous savez que votre vie peut en dépendre. Donc cette notion d'interaction et des deux est toujours extrêmement importante. Donc pensez aujourd'hui, qui que l'on soit, hein, moi le premier, se dire qu'on va réussir dans le monde dans lequel on est, les challenges qui sont les nôtres, avec mes petits bras musclés, en disant je vais être sur le podium, et c'est la meilleure façon de se prendre les pieds dans le tapis et de s'éclater avant l'arrivée, quoi. Si vous avez une équipe qui valorise anticipation et prospective, il n'y a personne qui met en place les process, eh bien vous ne produisez jamais rien. Ouais. Vous avez toujours des idées, mais il n'y a jamais rien de concret qui se fait. Donc, important de comprendre qu'on a besoin des deux, et que si on n'a pas les deux, on ne peut pas être performant. Par contre, okay, qui fait quoi? Comment mettre la bonne personne au bon endroit? On va passer, c'est juste un pour... Il est à disposition. Il y a une question. Si on a une nouvelle équipe, on ne connaît pas les gens, Philippe. La question est intéressante pour tout. Je la repose. Bon, donc, apparemment, donc, pour qu'un projet fonctionne bien, il faut que les personnes soient
à des tâches qui correspondent à leur profil. Donc, si on arrive sur un projet et qu'on ne connaît pas les gens, comment est-ce qu'on fait pour les catégoriser selon ces 4 profils? Est-ce qu'on leur demande... Non, okay. Je ne dis pas qu'il faut connaître. Ce serait bien d'avoir les personnes capables de faire un diagnostic. C'est le travail qu'on fait, ça s'apprend. Mais ce qu'on veut mettre par là, c'est être à l'écoute. Si quelqu'un a des difficultés à faire quelque chose, eh ben, c'est que quelque part, ça ne lui convient pas. Donc, il va mettre beaucoup de temps pour apprendre quelque chose, ou quand on lui parle, la personne ne comprend pas ou nous relance sur d'autres choses, eh bien, nous fait part d'un problème. Donc, être à l'écoute de l'autre, c'est très important d'être à l'écoute et de voir qu'apprend cette personne. Et nous, je pars de l'idée que si j'apprends quelque chose à quelqu'un, la personne n'est pas capable de l'intégrer, le problème vient de moi, pas d'elle. Donc, à la différence, c'est qu'on pense toujours que la faute est à l'autre, la faute, c'est toujours à nous. Donc, la problématique est là. Et j'aime raconter cette anecdote. J'étais directeur technique en Grande-Bretagne et je travaillais avec l'équipe. Et mon adjoint était sergent instructeur des SAS. Et je fais répéter, et la personne n'arrive pas. Il vient me voir, Ralph, tu es l'expert, mais tu perds ton temps. Je lui dis, pourquoi tu dis ça, Keith? Il dit, j'étais en Irlande du Nord. Si un collègue doit prendre autant de temps à apprendre à faire quelque chose, je ne veux pas que ma vie dépende de lui. Donc, si quelque chose ne va pas assez vite, la personne n'est pas capable de l'intégrer, elle fait, elle oublie, il faut trouver une autre tâche ou une autre manière d'aborder le problème. Pour illustrer concrètement, avant de venir ce matin, je voyais une personne que j'accompagne. Et puis il arrive, la tête un peu défaite, donc pas dans la bonne mood. Donc, et puis il me dit, j'ai une grosse épine dans le pied. Là, je me doutais qu'il y avait effectivement quelque chose qui l'empêchait de bien se sentir. Et en fait, il me dit, voilà, j'ai un problème à tel endroit. Et puis quand on débriefe un petit peu, on creuse un petit peu le truc. Au mois de juillet, cette personne-là lui dit, écoute, moi je veux partir. Et lui étant, moi je ne suis pas prêt. D'accord ? Donc, je n'entends pas ce que l'autre me dit. Moi, je ne suis pas prêt parce que je suis pris sur d'autres choses à côté. Mais par contre, tu tiens la boutique jusqu'à la fin de l'année et puis je m'arrange à la fin de l'année pour que ce soit bien pour toi. Résultat des courses, il est planté parce que le type, il est en arrêt maladie. Il a pas pu. Il avait envoyé un signal certainement pas très explicite, d'accord, que c'était pour lui, ça dépassait ses capacités ou qu'il était plus prêt à faire face aux enjeux. L'autre lui dit, bah non, tu retiens, puis en plus, tu lui mets de la pression parce que dès le mois de début de septembre, il dit, moi, attends, bouge pas, comme tu t'en vas, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle, donc il faut que je contrôle, donc il commence à lui envoyer des mails. Toutes les semaines, on fait le point, machin, etc. Donc il rajoute un peu de pression certainement à quelqu'un qui est déjà un petit peu en dessous, mais ce n'est pas intentionnel ce qu'il fait. Parce que son besoin à lui, c'était ça. Mais par contre, quel était le besoin de l'autre? Et si au mois de juillet, il avait dit, ok, c'est bon, on arrête, au mois de septembre, il a recruté pendant l'été, il a recruté son remplaçant, il serait dans d'autres problématiques aujourd'hui, certainement, ça on ne le sait pas. On ne saurait pas lesquelles, mais il n'aurait pas cette épine où aujourd'hui, il est en mode dégradé, comme je lui ai dit, j'ai pris une image de marin, je lui ai dit, dans un même périmètre de business, il a une avarie sur la quille, et une avarie, il n'a plus de mât sur le bateau. Donc quand vous êtes sur un bateau, que vous avez une avarie sur la quille, vous n'avez plus de mât, vous commencez sérieusement en danger. Donc maintenant, comment il va falloir réparer tout ça? Mais parce qu'au départ, il n'a pas entendu, pour répondre à votre question de tout à l'heure, il n'a pas écouté ce que l'autre lui disait. Mais c'est l'histoire de Domenech qui fait jouer aussi certains joueurs d'un côté, alors qu'ils lui disent qu'ils se sentent fondamentalement mieux de l'autre. Vous lisez ça dans la presse tous les jours, sportifs, tous les jours. Tous les jours, vous lisez des sportifs qui disent on me fait jouer comme ça, je ne me sens pas à l'aise. Tous les jours, vous le lisez. L'entraîneur qui sait l'écouter, peut-être qu'il va, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, dire tiens, tu te sens mieux là, bah, joue là, on va voir ce qui se passe. Être curieux, tu sens mieux à faire ça, bah, fais ça, on va voir ce qui se passe. Et on peut être très surpris. Autre exemple, l'accompagnement d'un codir. Ça arrive souvent que j'accompagne des codires. Le patron parle d'une manière et pose des choses qui ne conviennent pas au codir. Quand on fait prendre conscience au patron qu'il faut répondre à d'autres choses d'abord, brusquement, quelque chose qui était conflictuel, qui ne marchait pas, eh bien, commence à mieux marcher. Voilà. C'est bon, Philippe? C'est bon? Oui, c'est ça. On a fait une petite impasse. Parce on a un peu digressé grâce à vos questions. Et merci de les avoir posées. Donc si d'autres personnes en avaient, n'hésitez surtout pas à poser des questions, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'interaction qu'on a avec vous. Et puis après pendant l'heure de déjeuner aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça nous permet, nous aussi, de nous calibrer. On va aller maintenant sur quelque chose. Alors, Patrice appelle ça le self-coaching, et c'est intéressant.
Moi, j'appelais ça peut-être plutôt self-control. Voilà. Mais ça revient au même. Hein, c'est simplement pour une question sémantique. Mais on va aller maintenant un peu plus sur les notions de physiologie. Et j'aurais besoin d'un ou d'une volontaire. Voilà. C'est sans douleur. Merci. Voilà. Tu disais? Non, non, c'est bon. Merci. Il faut venir. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas besoin de monter. Je vais vérifier si j'ai assez de longueur. Je ne l'ai pas fait auparavant. Ça vous évitera. Peut-être que si vous pouvez vous asseoir, hop, peut-être à côté du beau jeune homme là. C'est un ami, j'en profite, je te flatte. Ça ne va pas le faire. À moins que. Si on monte l'ordinateur, voilà. Si on monte l'ordinateur, si on va récupérer le maître qui nous manquait. Voilà, formidable. Voilà, c'est super. Vous essayez tranquillement. OK. Tu cliques sur OK. Voilà. Alors tout le monde dit c'est la méthode Coué, c'est pas la méthode Coué. Simplement, le capteur que j'ai... Votre prénom, c'est Lalia. C'est bien comme ça que ça se prononce, Lalia. Que Lalia a sur son index va mesurer simplement deux choses. Le premier, c'est son rythme cardiaque. Donc ça, c'est une grandeur que vous connaissez tous. La variation instantanée du rythme cardiaque. La seconde, tu as lancé le... C'est le 3, je crois. Voilà, c'est lancé. Alors, bouge pas quand c'est comme ça. Je ne suis pas informaticien, moi je fais des reboots sauvages, comme ça je ne suis pas enquiquiné. Voilà. Parfait. Hop. Parfait, c'est parti. Voilà. C'est du live recording. Hein. On n'a pas répété, donc on ne sait pas quelle est la symphonie qui va être jouée. Donc première grandeur, hein, je vous le disais, effectivement, on le voit apparaître ici en haut à droite, c'est les variations instantanées du rythme cardiaque. Et que ça bouge, et que ça monte, et que ça descende, et que ce soit jamais constant, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous êtes en bonne santé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le rythme cardiaque qui peut ainsi, comme ça, augmenter et diminuer? Ça veut dire que je suis capable de m'adapter. Donc plus cette amplitude, vous voyez, que vous voyez symbolisée par l'axe vertical est bonne, et importante, plus ça veut dire que j'ai un potentiel d'adaptation. Donc quelqu'un qui a une bonne amplitude de variabilité comme ça veut dire que c'est quelqu'un auquel on peut demander de faire de la charge de travail parce qu'il y a possibilité d'adaptation. D'accord ? Ça, c'est la première grandeur. Ensuite, on va voir apparaître ça ici dans quelques secondes, c'est le temps qu'il se synchronise un petit peu, sauf à ce qu'il me fasse une mauvaise surprise, ce qui est possible. C'est la mesure de l'intervalle du temps en millisecondes entre chaque battement du cœur, ça s'appelle l'intervalle RR. S'il y a des gens qui sont pointus, voilà, c'est ça, ça y est, les histogrammes sont en train d'apparaître. C'est l'intervalle de temps entre chaque sommet de battement du cœur, l'intervalle RR, qui n'est jamais constant. C'est quelque chose qui varie tout le temps et qui est dépendant de mon état interne. Voilà. Donc, quand tout va bien, que je suis en état de bien-être, que je ne me sens pas... entre guillemets, menacé, alors réellement ou par quelque chose qui me stresse et qui me pose un problème, eh bien, effectivement, l'intervalle du temps entre chaque battement du cœur, c'est entre l'accélérateur et le frein, est tout à fait constant. Et je suis zen, entre guillemets, tout va bien, d'accord ? Donc, j'ai quelque chose qui se synchronise aux alentours des 0,10, ici. C'est là où c'est dominant actuellement. Après, vous aimez faire des calculs mentaux ? Vous ne savez pas encore? Non, on va faire un peu de calcul mental. On va partir de 1000, moins 2. Multiplié par 3. Allez, 1000 moins 2, 998, moins 4. Voilà. Là, on commence à... Enfin, tu peux le virer. Si quelqu'un connaît la combine, je n'ai pas encore trouvé, j'ai désinstallé, mais je n'ai pas trouvé encore la combine pour pas qu'il m'enquiquine avec ce truc-là. On commence à avoir une physiologie, vous voyez, qui est nettement moins arrondie que de l'autre côté. Mais quand vous êtes quelqu'un de très souriante, vous reprenez du sourire tout de suite et vous souriez, tout de suite, voilà, vous continuez à sourire. Vous continuez à sourire, à prendre le truc comme un jeu. Et je vous encourage à prendre ce qu'on fait ensemble comme un jeu. Voilà. Donc on était à 998, moins 4. Très bien. Moins 2. Moins 2.
multiplié par 2. C'est plus compliqué et j'étais pas prêt à ça. Vous voyez, dès qu'on met un travail cognitif, quelque chose, tout de suite, boum, on a des petites variations qui se font. Donc on va continuer à discuter tranquillement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, pour certains ou certaines d'entre vous? Vous pouvez par contre faire un travail, vous restez connecté, c'est ça qui est intéressant. Regardez ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, il va poser des questions au public, qu'est-ce qu'il va poser comme question, et regardez ce qui se passe. J'ai mis de l'imprévu. On était sur gérer l'imprévu. J'ai mis de l'imprévu. Et boum, foum. Je viens ici me mettre à gauche, ça l'a fait marrer, donc c'est super que ça vous fasse marrer. Voilà. Et j'ai pris que 10 ou 15 pulsations cardiaques, au repos, assise. C'est intéressant, hein. L'impact, il n'est pas neutre. Et j'ai une physiologie, vous voyez, là, c'est plus la même trombinoscope que là-bas, vous voyez, la variabilité. Donc là, capacité d'adaptation maintenant, si j'ai envie de faire des calculs, etc., beaucoup moins rigolo et beaucoup moins agréable à faire. Donc on ne va pas le faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dégradé une physiologie. Vous comprenez que vous ne maîtrisez pas ce processus. Ça peut vous arriver à n'importe quel moment, que ce soit physique, mental, émotionnel, si vous avez faim, si vous avez soif, et j'en passe. Mais plus c'est basique et des besoins fondamentaux, plus ça impacte. Donc si vous êtes très fatigué, vous avez très faim, c'est quasiment impossible d'avoir une courbe qui soit bonne pour la performance. Vous avez compris que la courbe bonne pour la performance, c'est celle de gauche. Ici, je suis en pleine adaptation. Donc vous allez faire la chose suivante. C'était pas le même visage. Vous pouvez vous relâcher tranquillement. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux et aller chercher simplement un souvenir positif de quelque chose que vous avez vécu. Allez chercher peut-être par la pensée, mais surtout par le ressenti. Voilà. Allez chercher cette sensation de bien-être. Gardez le sourire, pas faire d'autre travail cognitif, gardez le sourire spontané et naturel que vous avez. Voilà. Et vous allez simplement respirer librement en gonflant et en faisant travailler le diaphragme. Venir travailler la respiration profonde. Voilà. Très bien. Et vous gardez le sourire, tout simplement. Et vous n'allez pas tarder à avoir une standing ovation, parce que là, on va bientôt avoir une maître zen en face de nous. Voilà. Vous voyez que tous, vous savez faire ça. On peut prendre n'importe qui dans la salle. Rares sont les personnes, mis à part ceux qui ont peut-être bu 5 cafés, fumé 10 cigarettes, et puis qui ont un gros problème sur la tête. Quand c'est comme ça devient difficile de changer sa physiologie, parce que le système automatique prend la main. Mais 9 fois sur 10, ou 8 fois sur 10, on est capable de changer sa physiologie à tout moment. Donc je ne peux pas faire autrement que de vivre ce changement de physiologie. C'est un processus inconscient à l'insu de mon plein gré. Je ne sais pas forcément détecter quand est-ce qu'il m'arrive, parce que vous avez vu, c'est 10 plus ou moins pulsations cardiaques de différence. Donc, mis à part les gens qui font du sport, qui se connaissent très bien physiquement, ressentent ces choses-là, il y a d'autres indicateurs. Hein. La transpiration sur les mains, c'est ce que mesure ce petit capteur. La conductance de la peau, c'est ça qu'il mesure. Donc on commence à voir les mains poites, les pieds poites, c'est que je commence à être pas dans la bonne zone, qu'il faut que je refroidisse un peu le système. Donc voilà, bravo. Hein, c'est pour quelqu'un qui a 0 entraînement en public, c'est quand même assez extraordinaire. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Ça va faire bouger tout le monde. Merci pour votre collaboration. Voilà. On voulait finir là-dessus, puis après on va prendre quelques questions peut-être. On a le temps, Patrice ? Si vous le souhaitez, si vous avez faim, ça peut être aussi l'heure d'aller manger. Okay. Et Ralph voulait faire une petite conclusion. Ça, on peut l'avoir quand on travaille de manière très poussée. Il y a des appareils qui, tous les matins, en prenant ça, en prenant des mesures, des ceintures Sunto, qui donnent l'état de la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est la boîte noire. C'est celle qui permet d'anticiper l'état de fatigue et l'état émotionnel dans lequel on est. Et on fait ça systématiquement avec des patrons ou des athlètes de très haut niveau dans les périodes de compétition et les périodes de grand stress. Parce qu'on est capable, avec la courbe de fatigue de la personne, savoir exactement dans quel état elle se trouve. Tu l'as derrière toi, Ralph, au tableau. Ouais, voilà. Quand on vous disait tout à l'heure, vous voyez, quelqu'un qui est couché, ses hautes fréquences, le rouge, restent plus élevées que les basses fréquences, le vert. Cette personne-là ne récupérait plus. Ça, c'est pas un truc qu'on a inventé pour la conf. C'est quelqu'un qu'on a réellement mesuré. Cette personne-là, elle était à 2 infarctus, à 42 ans. Un sportif avéré, mais qui était dans une zone, depuis quelques mois, quelques années, dans une zone où, quand il dormait, il ne récupérait plus.
Et du coup, l'activation avait pris le dessus. Donc, je vous le donne en 1000. Le matin, à 4h30, vous faites quoi à 4h30 du matin, vous dormez. Ben, lui, il allait nager. 4h30, 5h30, il faisait 3 bornes de nage. Ah, puis ça fait du bien. Eh oui, ça lui faisait du bien. Sauf que, s'il récupérait bien pendant le sommeil, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'avec ces courbes-là, il ne récupérait plus pendant le sommeil. Donc, Philippe, pour lui, c'est ce qu'on appelle DEFCON 3. Voilà. Ça veut dire que si tu continues là, eh ben, tu as ton 3e infarctus et tu vas dans une boîte. C'est très clair là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui commence à fatiguer, c'est DEFCON 1. DEFCON 1, avec les bonnes choses, on peut travailler là-dessus. DEFCON 2, faites attention, vous allez vers DEFCON 3. Si vous y êtes, vous allez en burn-out. Donc très clairement, okay, on peut garder des mesures, on peut avoir l'état de la boîte noire, et quelqu'un qui ne va pas très bien, ça se voit sur ces mesures-là. Donc très clairement, c'est bien de faire, pour quelqu'un qui est en bonne santé, dans des périodes de stress, une fois chaque 3 mois, de faire ce test-là. On est en pourparlers peut-être de mettre ces appareils en informatique. Mais quelqu'un qui ne va pas, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, il faut voir si l'effet de ce qu'on lui propose apporte quelque chose. S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Voilà. Les joueurs d'équipe de France de rugby ont été suivis pendant toute la préparation et tout le mondial avec ce genre d'appareil, pendant le sommeil, donc avec un autre protocole. Moi, je veux attirer votre attention sur une chose, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, parce que regardez les préconisations, vous allez voir, c'est vachement compliqué. Du bain bouillonnant, c'est un truc qui est inaccessible à tout le monde, c'est bien connu. Il y a des bains bouillonnants nulle part, dans aucune piscine. Donc, ce n'est pas très compliqué, c'est juste 20 minutes à trouver pour aller faire du bain bouillonnant. Favoriser les protéines le midi et les glucides lents le soir. Jusque-là, ça ne me paraît pas non plus extrêmement complexe à mettre en œuvre. C'est juste une petite vigilance. L'air de dire, si je saute le repas du midi, je pense gagner du temps, mais est-ce qu'en termes de performance, je vais vraiment être plus performant que ça à moyen terme, voire à très court terme? Massage calmant. Voilà. Activité physique à allure très modérée. Alors, allure très modérée, quand vous êtes dans cet état-là, ça veut dire que vous marchez vite, ça suffit. Quand vous êtes à 90-95 pulsations au repos, eh bien, vous marchez un peu vite, vous êtes à 115, 120 pulsations sans aucun problème. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Au moins 30 minutes, par contre. Et si c'est 5 minutes, il faut un minimum de 25-30 minutes pour que le système se régénère et qu'il y ait de la circulation. Et puis, un petit peu d'ostéopathie crânienne ou autre. Bon, c'est pareil, ce n'est pas des choses inaccessibles ou qui demandent un investissement énorme. C'est à ce prix-là qu'il a pu inverser ses courbes et qu'aujourd'hui, il est toujours en vie. Parce que là, s'il ne faisait rien, c'est clair qu'il y allait tout droit en klaxonnant. Il le savait quand il a eu le retour des courbes. Et tout de suite, ça a été OK, là, il faut que je régule et je régule très vite. Parce qu'il savait que la marge de manœuvre était devenue étroite pour lui. Et ça se fait partout dans le monde, parce que ça peut être envoyé avec un fichier informatique très rapide par Internet. Donc on peut suivre la personne à n'importe quel point du globe. Il suffit qu'elle respecte le protocole à une heure donnée et le protocole donné, et on peut la suivre et on peut comparer. Par exemple, l'effet du décalage horaire, si la personne a bu, tous les problèmes qui se passent, on peut avoir une bonne idée de ce qui se passe, quel que soit où la personne se trouve. Parce que souvent, on parle des sportifs de haut niveau. Moi, j'ai accompagné quelques grands patrons. Si un sportif de haut niveau prenait ce que ces mecs prenaient, il allait en prison. Il n'était pas suspendu, il allait carrément en prison. Donc très clairement, il ne faut pas non plus se voiler la face pour savoir que pour tenir un certain rythme, parfois on fait n'importe quoi. Et quelque part, maintenant, la personne a une pulsation cardiaque, on dit maintenant tu es un DEFCON 3. Tu fais ce que tu veux. Et do what you want. OK, voilà. Bon. Donc très clairement, à comprendre, et ça c'est la réalité, un bon travail bien maintenu, avec une bonne systématique, permet de rester performant. Voilà, pour vous libérer, avant de vous libérer d'aller manger, c'est toujours important de rappeler les intentions, et celles qui nous guident avec Patrice. Comme le disait Patrice, ça fait 1 an qu'on s'est croisés, qu'on croise, qu'on perçoit qu'il y a des choses à faire avec vos environnements. Voilà. Donc notre ambition, elle est simple, c'est comment on va pouvoir, dans un futur proche, c'est-à-dire en 2012, pouvoir lancer un premier, on va dire, essai, prototype, test peut-être,
avec un certain nombre d'entre vous pour croiser nos pratiques par rapport à votre contexte. Parce que c'est toujours le contexte qui est déterminant aussi. Donc pour ça, on a besoin, s'il y a des choses, vous revenez vers Patrice, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés ou autres, nous on a besoin effectivement de créer un premier, on a des réponses, hein, on sait faire des liens un peu dans d'autres environnements, c'est pas nouveau pour nous. Par contre, avec votre environnement, c'est quelque chose qu'on souhaite développer parce qu'on sent qu'il y a des besoins. Par contre, c'est avec vous et uniquement avec vous qu'on peut le développer. Quand j'ai avec vous, c'est les gens qui sont présents ici et ailleurs dans vos environnements. Sinon, on va transposer des choses qui pour certaines seront pertinentes, pour d'autres seront hors sujet. Par contre, on va en rater d'autres qui sont dans votre contexte et qui sont hyper importantes pour vous. Hein, donc voilà l'intention et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Raph, tu veux donner un mot de conclusion, c'est bon ? Merci. Merci pour votre attention et bon appétit.